L'entité, écrit et compté par Rafadam. Message mystérieux, retrouvé dans une bouteille en verre, sur le rivage du fleuve Guadalquivir. J'ai commencé à travailler à la fabrique d'huile d'olive à 26 ans. Le travail des champs était trop harassant. La fabrique, c'était mieux. Alors j'y suis resté 40 ans. Et me voilà sur la terrasse de mon cortijo, sur une chaise en plastique blanc, mon chien à mes pieds, à observer les volutes roses sur les crêtes. Les oliviers sont millénaires par chez moi. Quand je vois ce que l'homme est capable de faire, je suis confus. Je nous trouve téméraires, opiniâtres, culottés aussi, d'accaparer la terre. Mais ce que je pense désormais, du haut de mes 76 ans, c'est que nous ne sommes pas l'espèce dominante. Sur Terre, c'est à peine si nous dominons vraiment le sujet. Certaines espèces animales ont des pouvoirs, des super-pouvoirs que nous peinons à imiter. Quant à l'entité qui m'a rendu visite, eh bien, disons qu'elle est de loin le super-prédateur le plus redouté que j'ai jamais eu à voir. Du moins, je n'ai plus été le même après notre rencontre. Personne ne m'a d'abord cru. Ils ont ri à la ville, quand j'ai cherché à témoigner. Pour eux, je suis atteint de démence sénile. Je suis un gêneur. Mais je suis quelqu'un de simple et de sensé, c'est tout. Je passe mes soirées sur la terrasse à attendre la nuit, à observer la plaine et les crêtes. J'étais très bien placé pour savoir quand quelque chose cloche par ici. Et très honnêtement, pas besoin d'être ingénieur à la NASA pour comprendre quand on a affaire à un ovni. Je suis donc là, comme chaque soir. La barre orangée et rose est fine. On commence à voir les étoiles dans le ciel dégagé et pur que nous avons par chez nous. C'est mon chien qui, le premier, a senti le danger. Il est du genre têtu quand il flaire une piste. Là, il se dresse, aboie 3 ou 4 fois, pas plus, puis s'élance dans la nuit. « Toby !» que je crie. « Toby, viens ici !» Mais je ne le vois déjà plus. Quand il passe sa journée à dormir, vient un moment où il vrille, et il court comme un enragé. Il a traversé le chemin de terre pour slalomer ensuite entre les oliviers. Les oliviers ont beau être espacés les uns des autres, il y en a beaucoup, et ils sont touffus. Je crois deviner la silhouette de mon chien, mais il disparaît à nouveau. Et puis elle apparaît, la lumière allongée, gazeuse, en stagnation à quelques mètres du sol. Elle est de l'autre côté du ruisseau. J'entends Toby aboyer de nouveau. Je crois le voir à la faveur de cette lumière suspendue. Il garde ses distances, mais il est évidemment trop près. Je me lève. Dieu merci, j'ai encore de bonnes articulations. Faut dire que je suis resté actif, même à la retraite. Je cultive mon jardin. Je vends quelques fruits et légumes à la sauvette. Je vais chercher ma carabine, donc. Je vérifie qu'elle est chargée. Elle ne l'est pas. Faut dire que je ne chasse pas, et que j'en ai pas vraiment l'utilité. Je la garde par habitude. C'était celle de mon père, qui lui chassait. Je cherche les munitions dans le dédale d'objets. Les étagères sont si chargées qu'elles plient un peu. Et dans la précipitation, je fais tomber une boîte en fer. Je ne trouve pas ce que je veux. Je commence à paniquer. Mon chien n'aboie plus. Je laisse la carabine contre le mur attenant et je décide de sortir. Il fait encore chaud, même si on est début octobre. J'ai toujours une lampe torche près de ma chaise. C'est utile quand j'entends un bruit dans les fourrés. La plupart du temps, un chat errant ou un chien, un autre chien, que Toby s'empresse de chasser. Une fois, c'était un randonneur, un jeune Français qui s'était perdu et qui disait vouloir faire 100 km de marche par jour. Il était complètement perché, déshydraté. Je lui ai donné de l'eau et je ne l'ai plus jamais revu par ici. Je prends donc la lampe, l'allume et traverse le jardin que je viens de tondre. Il y a un tas de bois que je contourne pour rejoindre le sentier de terre. Je dois couper à travers les oliviers pour aller vite. C'est le chemin le plus direct. J'hésite, sors du sentier et commence à descendre la pente entre les oliviers.
Je sens mon cœur dans mes oreilles. J'ai du mal à respirer. Alors j'appuie parfois ma main contre le tronc d'un arbre. Je devine la lumière un peu en contrebas. Je n'entends plus Toby et ça me stresse. Je reprends ma marche rapide. Je pointe la lampe au sol pour éviter les grosses racines qui sortent de terre, mais aussi les petites ravines et les murets de pierre qui séparent parfois les parcelles. Je descends et j'arrive enfin au ruisseau. Oh, il n'y a pas beaucoup d'eau. Beaucoup d'algues, ça oui. Les batraciens sont de sortie normalement. Des crapauds gros comme des ballons de handball. Mais là, c'est calme. À part le bruit de l'eau, je n'entends rien. Pas même un oiseau. Je traverse le ruisseau, de l'eau jusqu'aux chevilles, et je relève le faisceau lumineux. La chose est toujours là. Elle n'émet aucun son. Et maintenant que je suis à une dizaine de mètres, je peux voir qu'elle a une forme bien définie. Il y a un nuage gazeux autour, mais c'est une forme ovale, en lévitation. Je n'entends rien d'autre que le bruit de l'eau et un peu de vent dans les branches des oliviers. Je monte péniblement le talus, je suis en sueur. Arrivé en haut, je balaye le terrain avec ma lampe. Je ne vois pas Toby. J'ai envie de l'appeler, mais j'ai la gorge serrée. Je m'approche lentement. Sur le moment, je me dis que c'est un ovni, bien sûr. Nommer la chose m'aide d'ailleurs à garder mon sang-froid. Encore que je ne me rappelle plus bien dans quel état j'étais, sans doute dans un état d'hypervigilance. Je suis tellement absorbé par l'ovni que je ne vois pas venir. Pourtant, j'avais bien l'impression d'être vigilant, comme j'ai dit. Ça commence comme une sensation de picotement dans les doigts. Pas désagréable. Elle vous engourdit. Je sentais l'engourdissement dans mes jambes, et puis j'ai senti que mes paupières devenaient engourdies, très lourdes. Alors j'ai dû fermer les yeux. Et une force douce mais irrésistible m'a enveloppé. D'abord au niveau des mollets, puis du dos. J'ai commencé à léviter. Je n'en suis pas sûr car j'avais les yeux fermés et le corps engourdi. Vient un moment où je lâche ma lampe torche. Je commence à divaguer. Je vois ma mère qui me donne un bain dans un seau en plastique rouge. Mon père qui revient de sa journée de travail. Il était maçon. Tout devient flou. Et je perds connaissance. Quand je reviens à moi, je baigne dans la lumière. Pour un instant, je pense être au paradis. Mais le stress revient, plus fort. Je cherche mon chien du regard. Je veux me relever, mais je ne peux pas bouger. Je suis encore engourdi. Seul mon esprit est vif. Mon corps ne répond pas vraiment. J'ai l'impression d'être attaché, sans pour autant voir les attaches. Mais je le vois, Toby. Il est allongé sur le dos, il flotte à 1 mètre du sol, à mes côtés. Je l'appelle, mais ma bouche n'émet aucun son. Je regarde ici et là, voir si je vois quelqu'un. Mais personne. Toby n'a pas l'air blessé. J'ai du mal à voir s'il respire par contre. J'ai la langue engourdie. Alors j'essaye autre chose. Je demande par télépathie. « Voyez, vous m'entendez ? Il y a quelqu'un ? S'il vous plaît, répondez. Où est-ce qu'on est ? Qui êtes-vous ? » Je n'entends que ma respiration. J'essaie de respirer calmement par les narines pour faire redescendre la tension. Mais je sursaute. Une voix me répond, dans mon esprit. « Reste calme, il ne t'arrivera rien. Ton chien aussi ira bien. Et ce sera bientôt fini. » Après ça, je n'ai plus eu une seule réponse. J'ai eu beau demander. Personne ne m'a rien dit. Je suis retourné à mon état léthargique, d'engourdissement profond. Cette fois, j'ai repensé à ma première copine, Maria, et à ce premier baiser sous la pinède près de la mer. Et puis, le néant à nouveau. J'ai dû m'évanouir ou m'endormir. Je n'ai pas eu le temps vraiment de paniquer.
de me dire que j'étais sous leur joug et que je ne pouvais rien y faire. Oh, le stress est venu après. On parle de stress post-traumatique. Chaque nuit, je me réveille, l'anxiété chevillée au corps. Comme si quelqu'un m'observait dans mon sommeil. Comme si l'entité allait revenir. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je sais simplement que j'ai été victime d'un enlèvement. Quand je reviens à moi pour la deuxième fois, je suis allongé dans mon lit, chez moi. Toby aussi est là. Sauf qu'il n'est plus pareil. Il ne chasse plus les chats. Il n'aboie plus comme avant. Il semble inquiet. Je le vois à son regard, et comment il baisse la tête. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Étaient-ils plusieurs? Et moi, je peine à le réconforter, mon chien. Parfois, il ne se laisse pas caresser, comme si je lui transmettais trop de stress. Ou peut-être qu'il m'en veut. Je commence à avoir des nausées dans les jours qui suivent. Je me dis que c'est à cause du stress post-traumatique. Donc je ne fais pas tout de suite appel au médecin. J'ai honte aussi. Je n'ose pas en parler. Mais un soir, alors que je regarde le Real Madrid contre le Barça, je sens une crampe dans l'estomac, très vive. Je deviens blême, je sue, je commence à trembler même. Alors je me rue vers les toilettes et je vomis tout ce que je peux. Toby est là, sur le seuil de la porte. Il émet des petits gémissements. Il veut m'aider, mais n'ose pas m'approcher. Je crois que je vomis 1 heure durant, à peu près. Et à la fin, j'en peux plus. Je ne peux plus marcher. Je m'adosse à grand-peine contre le mur et je ferme les yeux. Et je passe la nuit comme ça. C'est Toby qui me réveille à grands coups de langue. Lui, il a l'air d'aller mieux. Et moi aussi, en fait. Mais j'ai faim. Une faim que je ne connais plus depuis longtemps. Je me relève, sans trop de peine. Je passe devant la glace et m'arrête par réflexe. Pivote. Et là, dans la glace, je vois quelque chose qui m'inquiète. Ma peau a changé. Elle est plus grise qu'avant. Il y a une fine couche de gaz qui semble stagner et grouiller en surface. Je m'approche pour mieux voir. C'est très étrange. Je me demande si ma vue me joue des tours. J'approche doucement l'index et le majeur. Je peux sentir une énergie. J'ai l'impression que ma peau est en partie gazeuse, qu'elle n'adhère plus comme avant. Je sens mon cœur s'emballer. Je détourne le regard et commence à paniquer. Toby ne semble pas importune et d'ailleurs, lui aussi a changé. Son pelage n'est plus marron et luisant comme avant. Il est plus terne. Je me mets à genoux pour observer son pelage. Il essaye de me lécher la joue, je le repousse et il se laisse faire. Oui, il y a aussi du gaz en surface de son pelage, entre ses poils, devenus plus courts, et un peu au-dessus. Et selon l'angle, le gaz a des reflets bleus. À la faveur du soleil qui traverse la fenêtre, je vois même d'autres couleurs, dorées, violacées. Je vais à la cuisine, j'ouvre le frigo et sors tous mes condiments. Je mélange du thon en conserve avec de la mayo, jusque-là pas trop mal. Puis ça part dans toutes les directions. Le poulet se mêle aux olives, le ketchup aux pommes, le fromage à la bière. J'avale, j'engloutis, et je jette de la nourriture au sol pour Toby qui a faim lui aussi. On mange comme ça pendant de longues minutes. Je ne m'arrête que quand j'ai la panse prête à exploser. Après quoi, je me traîne jusqu'au combiné et j'appelle le médecin. Je lui dis de passer, que je suis allongé dans le canapé. J'ai l'impression que je peux le voir alors qu'il est derrière moi, sur le seuil de la porte. Il contourne le sofa et pose son sac en cuir sur le bord. « Vous m'avez foutu une sacrée frousse au téléphone. Qu'est-ce qui se passe ?»« Merci d'être venu aussi vite, docteur. Eh bien, je ne me reconnais plus. J'ai vomi beaucoup et puis j'ai mangé beaucoup juste après. C'est pas normal, docteur. »
Il vient s'asseoir à mes pieds. Je suis en pleine digestion et je ne bouge plus. Toby est à mes pieds, il a à peine ouvert un œil. L'homme se penche pour poser une main sur mon front. Il prend ensuite son stéthoscope. Je me laisse faire. Je le regarde avec de grands yeux presque implorants. Finit-il par dire. Vous n'avez pas de fièvre et votre cœur est celui d'un jeune athlète. Vous dites avoir vomi ? Oui, docteur, je n'étais pas bien du tout. Et à quoi ressemblait votre vomi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Il doit être encore dans la cuvette. Allez voir. Il remet ses lunettes en place, se lève et va jusqu'à la salle de bain. Je ne sens pas d'effluve. Les toilettes sentent plutôt bon du reste. J'attends. Il revient la mine grave. Perturbé est un euphémisme. J'ai envie de lui parler de ma peau, mais il déclare « Ce n'est pas beau à voir, en effet. » Il jette un œil à la photo qu'il a prise avec son smartphone, puis me montre l'écran. J'y vois une masse dense, verdâtre, avec des bulles en surface, un peu reluisant. Dites-moi ce que vous avez fait ces dernières 48 heures. Ça m'aidera à poser un diagnostic. Il faudrait aussi que j'analyse ce vomi. Je le regarde presque hagard. Mais faut bien que je dise ce qui s'est passé. Avant de tout vous raconter, docteur, pourriez-vous jeter un coup d'œil à ma peau ? J'ai l'impression qu'elle se détache ou qu'elle flotte, voyez ? Je sais pas trop comment le dire. Il trouve ça étrange. Il me regarde comme on regarde un fou. Il s'approche, pose ses doigts sur ma joue et dit « Écoutez, votre peau est tout à fait normale, couleur, texture, tout. Par contre, vous êtes en état de choc, c'est évident. Bon, racontez-moi ce qui s'est passé, j'ai l'impression que vous me dites pas tout, là. » Je me dis qu'il croit que j'hallucine. Ou qu'il ne peut pas avoir le gaz en surface de l'épiderme. Mais au moins a-t-il vu le vomi. Le vomi n'est pas normal, aucun doute. Alors je lui raconte tout avec force détail, comme je le fais présentement. Vous devinez sa réaction. Il ne me croit pas. Il a simplement l'élégance de ne pas me rire au nez. Il me prescrit du repos, je me lève malgré la panse qui me pèse, et le retiens sur le seuil de la porte alors qu'il veut partir. Je vois dans son regard qu'il prend peur. « Docteur, vous ne voulez pas analyser le vomi, ça corroborerait mon témoignage, je vous en prie. » Il jette un coup d'œil par-dessus mon épaule, mais déclare sèchement « Ce n'est rien, c'est juste de la bile. Vous êtes en parfaite santé. » Et il s'éloigne. Ce n'est pas le seul à être dans le déni. D'ailleurs, je pense qu'il a toujours la photo. Quand je suis allé en ville 3 jours plus tard, j'ai parlé de mon histoire. Ça a commencé à circuler. On a commencé à me rire au nez. L'abducté, qu'on m'appelle. Ou encore l'ovni. L'inventeur d'histoire. Le baratineur. Et j'en passe. Au début, ça les faisait rire. Puis ma présence a commencé à les importuner sérieusement. Surtout quand j'ai commencé à émettre des hypothèses. En fait, je pense qu'un ou plusieurs extraterrestres m'ont enlevé. Qu'ils font du tourisme sauvage ou quelque chose comme ça. Qu'ils ont testé un produit sur moi et mon chien pour voir comment ça prend, pour s'amuser quoi, jouer aux scientifiques. En fait, je crois qu'ils sont pas très bien intentionnés. Vous savez, un jour j'ai vu un type passer une clôture pour donner un peu de Coca-Cola à des tortues. Et je me dis que l'entité a fait pareil avec moi. Elle a franchi la clôture de l'espace et elle m'a donné son coca de merde. À la ville, ça passe moyennement cette histoire. Le maire en personne m'a demandé de garder mon histoire pour moi. Mais moi, je peux pas la garder pour moi. C'est pour ça que j'ai écrit ça. J'ai mis un peu de vomi dans un bocal que j'ai mis ensuite au congèle. Ok. Je me suis décidé, après quelques jours, à aller voir un labo. Pour le remettre en main propre. Oh, j'ai péniblement trouvé le genre de labo prêt à analyser ça.
je vous cache pas. Forcément dans le privé, et forcément assez cher. Le labo ne m'a jamais rappelé. Par contre, j'ai reçu de la visite. Des militaires. Quelques heures avant leur arrivée, j'étais au comptoir. J'avais décidé d'ignorer les railleries, les moqueries, les insultes. Je voulais continuer à vivre, normalement. Je suis là, à siroter un café beaucoup trop chaud, à me dire que je vais me mettre au lait d'avoine et que le lait de vache ne me va plus du tout. Quand un type se poste sur une chaise haute, à mes côtés, mais vraiment très proche. Il me dit alors tout de go « Les gars comme toi, on n'en veut pas. Et c'est pas parce que t'es un vieillard que ça change quoi que ce soit. Ici, on gagne péniblement notre pain. On n'a pas en plus besoin de tes histoires, tu comprends ? Je te cause. On n'y croit pas à tes merdes. On n'en veut pas. Alors pourquoi t'irais pas te faire ?» À ce moment-là, c'est mon corps qui parle et l'interrompt. Ma main droite lâche doucement la tasse à café pendant qu'il parle, puis d'un mouvement brusque et étourdissant, vient mettre une claque dans le cou de l'homme. Moi, je reste calme, comme si ce n'était pas de mon fait. D'ailleurs, faut dire que ma mémoire aussi a changé, qu'elle s'est potentialisée. Je me rappelle de la moindre conversation que j'ai eue depuis ma rencontre avec l'entité. Alors que, toute ma vie, j'étais du genre à oublier les prénoms, vous me suivez ? Plutôt tête en l'air. Manque de peau, la claque est trop forte. La tête du type croule sous l'impact et son front vient heurter le comptoir en marbre. Son corps inerte tombe ensuite à terre. Le plus étrange, c'est que je n'ai pas pris mes jambes à mon cou. Je ne panique pas sur le moment. Je reste à siroter mon café, mais je sens les regards dans mon dos. Je me retourne un peu. Tout le monde s'est arrêté de parler. Le gérant qui sert un plat reste sur place. Alors je dis cette phrase pour les détendre et aussi pour décourager les importuneurs. Il me laissait pas prendre mon café tranquillement. Personne n'a rien dit. Mais le gérant finit par déposer négligemment le plat au bord de la table pour aller voir si le type va bien. Il se penche, prend son pouls et commence à paniquer. Il va prendre son combiné pour appeler une ambulance. Normalement, j'aurais dû m'en vouloir. Avoir peur d'avoir tué un homme. Mais là, rien. Pas la moindre empathie. Du moins, vraiment pas beaucoup, en surface. De toute manière, ce type était un énorme trou-duc, et il le sera encore dans sa prochaine incarnation. Bref, je pose un billet sur le comptoir et je m'en vais. Personne me retient. Ou ne dit quoi que ce soit. Je reviens à pied jusqu'à chez moi, ce qui fait une petite trotte. J'ai envie d'être avec mon chien. Et c'est là qu'il me cueille. Des types en treillis portant un masque. Un homme en costume bien repassé, lui aussi avec un masque. Et ce dernier me dit « Monsieur, veuillez nous suivre. Nous vous expliquerons un chemin. » « Vous êtes les gars du labo ? » ?»« Pas tout à fait. Montez, je vous prie. »« Je crois pas que ce soit contagieux, vous savez ce que j'ai, mais comme vous voulez. J'ai le temps de faire mon sac ? » ?»« Non, monsieur. Nous vous donnerons des affaires propres. Suivez-nous, s'il vous plaît. » Je n'insiste pas. Je les sens un peu nerveux. Je monte à l'arrière et je dis « Je suppose que vous avez eu vent de mon histoire. Je suis content qu'on me prenne enfin au sérieux. » Les types sont pas du genre à causer. Ils appliquent un protocole. Je ne savais pas que mon pays avait ce genre de dispositif, qu'il pouvait employer les grands moyens, venir vous chercher chez vous et vous isoler. Je commence à peine à comprendre que je ne reverrai pas mon cortijo, que la vue des oliviers le soir avec le soleil couchant, tout ça, c'est terminé.
À l'heure où je vous écris, je ne sais même pas où je suis. Ça fait déjà 30 jours qu'ils me gardent en observation. Ils m'ont dit que j'avais établi un contact. Ça me fait une belle jambe. Bon, au moins, ils ont emporté mon chien. Je suppose que nous sommes des objets d'étude désormais. Ce n'est pas le plus dérangeant, encore que je commence à envisager une fugue. Je me sens en forme, ça ouais. J'ai l'impression qu'on m'observe. Je parle pas des types en blouse ou des militaires, mais de l'entité. Je sens sa présence dans ma chair. Ça me stresse. Mais bref, ce qui me dérange vraiment dans mon cas, c'est qu'il y a encore beaucoup d'individus qui n'en croient pas un mot à mon histoire. Tu parles d'une espèce. Ce que je commence à comprendre, c'est que je n'ai pas de maladie. Une maladie, vous pouvez en guérir. Non, je suis en mutation. Et cette mutation me fait peur, bien entendu. Hier, je suis dans ma cellule de verre, allongé sur le dos, et je sens ce poids dans la poitrine. De toute évidence, l'anxiété. Mais en ouvrant les yeux, je la vois. Elle repose sur mon torse et me regarde dans le fond de l'âme. Je ne peux pas le dire autrement. Je sens sa pesante inquisition. Difficile de décrire sa forme. Je n'ose pas bouger. Mon dos est peut-être en lévitation, à quelques centimètres du matelas. Seuls mes talons reposent encore un peu sur le lit. Alors je dis « Ah, mais que me voulez-vous » J'essaye encore de distinguer une forme humaine dans cette lumière gazeuse et pourtant si lourde. À toi de nous le dire. Tu nous as bien appelés. Ah, si seulement l'humain savait de quoi il est capable. Sa grandeur l'effraie, plus que les ténèbres encore. Et cette grandeur, mesdames, messieurs, s'appelle l'amour, que ça vous plaise ou non. Je reste dans cette position inconfortable. Sa présence me gêne un peu. Ça vous dérangerait de me laisser respirer ? Et là, je crois déceler un rire. Et l'entité est dotée d'humour, bien sûr. Je me dis qu'elle n'est peut-être pas mal intentionnée, au final. Que c'est mon ego qui est borné à vouloir me protéger, à envisager le pire, toujours le pire. L'entité s'élève un peu. Un type passe dans le couloir et se fige. Il se rapproche de la vitre. Il est pris de panique et court chercher du renfort. C'est toi qui nous as appelés. Plus tôt tu laisseras faire, plus tôt tu sortiras. Et à une vitesse vertigineuse, elle est comme aspirée par le haut. Elle traverse le plafond comme si ce n'était rien. Je vois bien qu'au point d'impact, le plafond émet une onde légère, mais que le béton revient en place sans fissure ni aucune perturbation. Je décèle simplement un résidu de chaleur qui se dissipe peu à peu. Si vous saviez ce que je ressens. Le langage humain est trop limité pour expliquer la nature fondamentale de l'énergie. La vraie intelligence est logée dans le cœur. Le verbe n'est capable que de poésie. C'est comme si une vague essayait de vous faire comprendre la profondeur de l'océan. Elle ne réussit qu'à s'écraser sur le rivage. Et vous, vous êtes content à siroter votre mojito sur la plage en vous disant que vous venez de comprendre. Laissez-moi mettre quelque chose au clair puisqu'on y est. Rien de ce que votre mental pourra vous suggérer est vrai. Rien. Ce n'est qu'un rêve, une interprétation, une perception. Mais revenons à notre scène. 4 militaires avec des masques à gaz débarquent. Ils entrent le code et déverrouillent la porte, m'encerclent. Les militaires regardent ça et là, sous mon lit, au plafond, dans les coins. « RS », dit l'un. Là, 2 types en blouse entrent et viennent à mon chevet. J'ai envie de leur dire que la blouse blanche a fait son temps. Comme beaucoup de leurs manières, du reste. Mais l'un me dit « Qu'est-ce que vous faisiez ? Quelle était cette lumière au-dessus de vous ?»« Ah, je n'étais pas très sûr que vous pouviez la voir. Je sais au moins que je ne suis pas fou. Vous l'avez vu, vous aussi. » « De quoi s'agit-il »
Je ne sais pas, c'est une entité. Mais que vous veut-elle? Je ne sais pas. Je sais juste que je suis en train de changer. Il y a un silence, comme si je venais de dire une énormité. Le type paraît réfléchir. Ils ont l'air bêtes sous leur masque. Vous allez me laisser partir bientôt? Impossible, monsieur. D'ailleurs, vous êtes recherché par la police dehors. Quoi? Pour quelle raison? L'homme au bar, celui que vous dites avoir gentiment tapé dans la nuque. Il est mort, sur le coup. Là, j'avoue avoir pris un coup moi-même, comme si je n'avais pas eu accès à mes émotions sur le moment. Mais je ressens soudain l'empathie, la tristesse même. La mort prématurée d'un être, aussi idiot soit-il, me semble être une tragédie. Je ne sais pas quoi dire. Je suis vraiment navré, c'était involontaire, je vous le jure. Je n'ai pas contrôlé ma force du tout. Tant que vous restez chez nous, ils ne peuvent rien. C'est comme si vous n'existiez pas. Ce lieu n'existe sur aucune carte. Très peu de personnes savent qu'il existe. Vous allez me donner une nouvelle identité? Faudra bien que je sorte un jour. L'homme ne répond pas tout de suite. Il se redresse un peu, fait un signe aux militaires pour leur dire de reculer, comme s'il étouffait lui-même. Écoutez, pour l'instant, nous devons étudier votre cas. Il y a un autre homme comme vous, il a établi un contact. Vous pourrez peut-être faire sa connaissance. Fort sympathique, mais en gros, vous me dites que je suis prisonnier de ce lieu pour une durée indéfinie, c'est ça? Nous ne pouvons pas nous permettre de vous laisser errer. Vous êtes en mutation. Nous devons contrôler la situation. S'il s'agissait d'un ovni à l'étude, je veux bien, monsieur, mais j'ai des droits. Je ne suis pas un objet d'étude. Je crains que vous le soyez, monsieur. Mais nous vous donnerons tout le confort possible. Coopérez pour le bien commun. Vous êtes un cas rare, pratiquement unique. Vous êtes une chance pour l'humanité. Je sens une pointe de douleur dans l'arrière du crâne, assez forte pour m'empêcher de répondre. Puis si forte que je tourne un peu de l'œil. Reposez-vous. Je vais revenir d'ici 1 heure et nous procéderons à de nouvelles analyses. Si quoi que ce soit vous... Je n'écoute plus. Je commence à entendre sa voix par écho. Je décroche et je repose ma tête lourdement sur l'oreiller. Je sombre. Est-ce que j'ai perdu connaissance à cause de la mutation? Parce que je venais de réaliser que je ne sortirai jamais, peut-être. Enfin, peu importe. Je me réveille en sursaut, mais je ne suis pas dans mon lit. La salle est un cube de verre. Un militaire est dans un coin, 3 autres attendent de l'autre côté du verre. Ma vision semble plus nette. Je peux voir leurs insignes, dans le moindre détail. Il y en a un avec un triangle qui rappelle une pyramide et des initiales UPO. Aucune idée du sens. Le type en blouse est là. Il observe un écran. Je devine mon rythme cardiaque anormalement lent. Si lent que j'aurais dit que j'étais mort, si ce n'est que je suis vivant. Oh, elles ont dû me transporter pendant que j'étais inconscient. Ça donne quoi? L'homme détourne le regard. Ah, vous revoilà. Vous étiez inconscient un bon bout de temps. Il se déplace maladroitement à cause des couches de protection qu'il porte. Je ne sais même pas son nom. Je suppose qu'il a une vie privée, encore que quand tu bosses dans ce genre d'endroit, tu dois pas beaucoup voir tes gosses, si tu en as. Mon chien, qu'en avez-vous fait? Il va bien, ne vous inquiétez pas. Il n'est pas loin. Je vais pouvoir le voir? Oui, nous allons organiser ça. Mais pas aujourd'hui, trop tôt. Demain? Je ferai de mon mieux. Maintenant, si vous voulez bien me parler de cette lumière qui jaillissait de votre torse, c'était de vous? Non, c'était l'entité. Celle qui est entrée en contact avec vous. Oui. Et que voulait-elle? Elle m'a dit que je les avais appelés. Je n'y comprends rien. Je ne me rappelle pas avoir pris le combiné pour lancer un appel.
Il ne réagit pas à mon trait d'humour. Il attend des réponses concrètes. Je ne sais pas à quoi elle fait allusion. Si je les ai appelés, je n'en ai pas le moindre souvenir. Est-ce que j'ai conclu un accord dans une autre vie, dans mon sommeil ou dans un état modifié de conscience? Possible. Je ne peux faire que des hypothèses. Mettons que vous les avez appelés. Dans quel but selon vous? Difficile à dire. Peut-être un appel au secours. À cause de comment on gère cette planète, je suppose. J'ai peut-être vendu mon âme au diable pour aider l'humanité. Aucune idée. Et puis d'ailleurs, comment vous appelez-vous? Enrique. Enchanté, Enrique. Je ne sais pas pourquoi j'aurais accepté une mutation. Qui plus est avec une entité dont je ne connais rien, c'est folie. Votre théorie n'est pas si idiote. Je le regarde avec de grands yeux, pour savoir s'il est sérieux. Et je vois qu'il le pense vraiment. Nous pensons qu'ils nous observent, depuis un bon petit bout de temps, dit-il. Qu'ils ont bon espoir, qu'ils jouent parfois à nous faire peur. Il est possible qu'ils attendent de nous un saut de conscience. Et comment c'est censé se produire, ce saut de conscience? Il y a un appareil pour mesurer ça? Cette fois, j'arrive à le faire ricaner. Bruit étrange du reste, ce ricanement, à cause du masque. Votre mutation est la clé, dit-il. En observant votre évolution, nous pourrons répondre à ces questions. Je pense qu'ils veulent voir si la mutation prend correctement, si elle peut aider l'humain à passer un cap évolutif. Ils ont sans doute vu que nous étions dans une impasse, que nous étions en passe de provoquer notre perte. Il extirpe un livre d'une étagère et me le tend. Vous aimez la lecture? Pas spécialement. Je préfère écouter des livres audio sur YouTube. C'est plus passif, mais c'est mieux que la télé. Car au moins vous choisissez vos images dans la tête, ouais. Cet auteur, McDorm, a écrit ce livre en 65, après avoir été enlevé par une entité. Peu de monde l'a cru. Et son livre est passé pratiquement sous les radars. Mais son témoignage est si précis qu'il laisse perplexe. Ce qu'il y a de plus déroutant, par contre, ce sont les descriptions qu'il fait de l'OVNI qu'il aurait enlevé. Des décennies plus tard, nous avons la preuve de ces ovnis. Et la description de McDorm concorde. Cela crédite son témoignage. Lisez le livre. Il développe la théorie de l'entraide entre espèces. Ça a à voir avec... comment c'est déjà? La théorie des anciens astronautes? C'est dans le même esprit. L'idée est qu'une espèce extraterrestre, ayant un niveau de conscience élevé, serait bien intentionnée et concernée par l'évolution humaine. Qu'elle pourrait s'en mêler, le cas échéant. De la même manière que vous pourriez filer un coup de main à un lapin si vous le voyez pris au piège, n'est-ce pas? Je n'excelle pas dans les métaphores, mais vous saisissez l'idée. Oui, je crois comprendre. Vous pensez que je leur aurais donné mon accord pour cette mutation? Que je me serais porté volontaire pour être cobaye? Je ne sais pas, mais nous n'allons pas tarder à le savoir. Je suis pieds nus dans l'herbe. Je peux sentir l'énergie du sol, comme si elle respirait et murmurait. Sa fréquence est basse, presque sourde. La couleur de mon derme est préoccupante à première vue. Très grise, comme de la cendre. Je lève un peu la tête et ne vois qu'un mur de béton. Toute la base est enterrée. Ils font pousser le gazon artificiellement. L'un des gardiens m'a dit qu'il devait installer un trompe-l'œil cette semaine pour faire une fausse ouverture sur le ciel. Une porte se déverrouille en face. Et là, mon chien apparaît. Il met sa gueule dans le gazon. Puis me voit, se fige un instant, et s'élance, fou de joie. Il fait des petits sauts, dandine un peu. Je me mets à genoux et le prends dans mes bras. Je sens des larmes de joie qui veulent couler. Mais mes yeux sont plus secs qu'un désert. Ça aussi, c'est à cause de la mutation. Il aboie une première fois, suivi d'une série de sons rauques et d'aboiements hachés. Et je recule un peu surpris. Il vient de me dire, littéralement, « Je suis désolé, papito.
Je ne pensais pas qu'on se retrouverait là. Tu parles? Bien entendu. Mais tu ne comprenais pas. Maintenant, je vois bien que tu me comprends. Je détourne le regard et vois un militaire froncer les sourcils. Il s'approche et dit « Tout va bien, monsieur ?» Oui, j'ai l'habitude de parler à mon chien, vous savez. Il m'a beaucoup manqué. Vous permettez si je joue un peu avec lui ? Vous avez 5 minutes, monsieur, pas plus. D'accord. Je m'éloigne un peu dans l'herbe, mon chien me suit. Fais semblant de jouer, dis-je. Et comment je fais ça ? Je ne fais pas semblant, moi. Je sais pas, mets-toi sur le dos et je te gratouille le ventre. Il me lance un regard blasé. Un homme n'aurait pas pu être plus expressif. Mais il s'exécute et je fais semblant de le chatouiller. Pourquoi tu dis que tu es désolé ? Parce que je les ai appelés. Je leur ai donné l'autorisation. Quoi ? Je comprends rien. Un jour, je t'ai dit que c'était plus possible. Et tu m'as dit « Oui, bon chien ». Je n'ai fait qu'obéir. Là, j'ai un malaise, d'abord léger. Je m'assois dans l'herbe, les mains sur les genoux, la tête baissée. Je sens la salive monter. J'ai une soudaine envie de vomir. « C'est à cause de ce chien qu'on a vu, » dit mon chien, « qu'ils ont pendu à un arbre. Tu n'as plus été le même après ça. Tu te souviens maintenant ? » Je relève la tête. La nausée cède un peu la place à la tristesse. Elle se mêle à la rage. Mes yeux essaient de pleurer mais ne peuvent rien. C'est donc parti de là. Oui, dans ma région, on coupe la queue aux chiens de chasse et s'ils ne donnent pas satisfaction, on les abandonne ou on les tue. Idem pour réguler les chiots qui naissent, car naturellement on ne castre pas, ça coûte de l'argent. Il y a comme une cruauté vengeresse chez certains humains. Et un jour que je me baladais entre les oliviers, j'ai effectivement trouvé un Podenco pendu. Étrangement, c'était la première fois que je voyais ça, alors que je vivais dans le coin depuis si longtemps. J'avais entendu des histoires, bien sûr. Je savais que l'humain faisait ce genre de choses. Mais voir ce jeune chien, une femelle, pendu ainsi, ça m'a détruit. Et je crois que tout est parti de là. La tristesse, la rage, le déni, puis l'appel dans l'espace. Mon chien était là ce jour-là. On est resté près du chien pendu plusieurs heures en silence, à l'ombre. Il faisait une chaleur à crever. Je crois que j'aurais pu tuer l'homme qui a fait ça, si je l'avais vu faire. Alors oui, plus de doute, l'humanité a besoin de se sauver d'elle-même. Monsieur, il est l'heure, il faut partir. Mon chien me lèche la joue et va de lui-même vers la porte. Il me dit quelque chose, mais je n'écoute pas. Je pleure sans verser une seule larme. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous n'êtes pas encore éveillé. Oh, je suppose que je vais faire une John Wick. Ah, la colère. Voilà ce qui m'habite et me ronge. En colère contre l'entité, l'impression de ne plus maîtriser ma vie. En colère contre les hommes, et donc contre moi-même. Tout ça pour un chien, donc. Pourquoi pas ? J'en ai aussi après mon chien. Je sens la colère qui fourmille sous ma peau, du moins ce qu'il en reste. Je ne serai bientôt qu'un amas de gaz. Le corps se mue. Le corps est une enveloppe qui s'adapte à l'esprit. Je suis aussi en colère contre l'univers. Je me sens perdu. Je ne sais pas ce qu'il attend de moi. Il faut y aller, dit l'homme en blouse, Enrique. Les examens sont rapprochés désormais. Votre mutation s'accélère. C'est à peine si je l'ai entendu rentrer. Et c'est tout juste si je l'écoute. Je ne bouge pas. Je serre la mâchoire si fort que j'en ai mal aux dents. Je crois que si je presse un peu, ça va exploser. Et c'est ce qui arrive. Mes dents cèdent, s'émiettent. J'ouvre un peu la bouche
et des copeaux de dents tombent au sol. Oh, ça crée un beau silence, un grand malaise. Je sens qu'il a envie de me presser pour que j'aille m'allonger sur la chaise et qu'on m'observe à la loupe. Mais je ne dis rien. Je serre les poings. Je crois que si je serre un peu plus les phalanges, elles vont céder. Il s'avance et va pour dire quelque chose, mais j'hurle, de rage. Je crois que toutes les fois où j'ai gardé de la colère en moi remontent, quand ma mère m'a forcé à partir le sandwich sous le bras pour que j'aille travailler dans les champs. Quand j'ai vu les gars se moquer de mon père, puis des décennies plus tard se moquer de moi. J'ai l'impression que la colère peut grandir sans borne si on la laisse faire, et Dieu sait où elle pourrait m'emmener. Peut-être au-delà de ces murs. Je lève la tête, si brusquement que j'ai le cerveau qui rebondit contre la paroi crânienne. Elle aussi est fragile. Je me lève, 2 militaires entrent et s'interposent. L'un repousse l'homme en blouse, ils me disent de me rasseoir gentiment. Moi, je me dis qu'ils peuvent aller carrer leur fusil chez un proche. Je sens que je peux le faire. J'ai encore un peu de lourdeur à cause des résidus corporels et de la colère qui alourdit tout. Pourtant, ma colère est comme un moteur en marche. L'un d'eux s'approche, je le regarde, il s'arrête. Je devine un regard inquiet derrière le masque. Puis, comme une évidence, je m'élève. Je sens une poussée sous les pieds, dans le bas-ventre. Je n'arrive pas bien à sentir mon cœur. Ma colère m'en éloigne. Ils essayent de m'agripper, mais ils agrippent mon pantalon. Me voilà les jambes nues, juste en caleçon. Le gaz commence à envahir la pièce, comme un léger brouillard. Et puis, la poussée prodigieuse survient. Je monte à une vitesse folle, traverse le plafond, et tout ce qu'il y a encore de tissu lourd et visqueux en moi retombe au sol. Peau, eau, sang. Pas en grande quantité, mais assez pour former une mare informe et putride au sol. Du gaz est resté en suspension collé au plafond. Moi, je continue à monter. Je passe les épaisses couches de béton. J'atteins un niveau, un grand hangar, où je devine un engin en forme de tic-tac. Et puis je monte encore. J'atteins une cage d'ascenseur. Et enfin, le soleil. Tout ça à très vive allure. Au dehors, tout est lumineux. Le désert aussi. Je crois que c'est près d'Almeria, ou quelque chose comme ça. Mais mon sourire s'efface. La crainte se mêle à la colère. Devant moi, en suspension, l'entité m'observe. Son regard a suffi à m'arrêter. Je sens qu'elle presse mon esprit, comme un boxeur qui plaquerait son rival contre les cordes. Elle me dit cette simple phrase. « Es-tu prêt à renoncer à la colère ?» Et cette colère ne fait que monter. Elle m'alourdit, et je sens que je redescends un peu. Lentement certes, mais je perds en altitude. Je vois l'entité en contre-plongée. « De quoi vous mêlez-vous » que j'hurle. « Laissez-nous tranquilles. Pour qui vous prenez-vous » L'entité ne dit rien. Moi, je continue à redescendre. La gravité est une rhétorique implacable. Chaque jour, vous vous réveillez dans ce corps si lourd et collé au sol. Vous aimeriez voler, mais il vous faut un moteur bruyant et mécanique pour ça, un avion, une extension minable. Alors, comme un enfant, je boude. Et j'ajoute « Ah, vous m'énervez. Vous avez gagné. Je sais ce que je dois faire, je dois lâcher prise. Je dois faire confiance, je dois m'offrir au monde. » Je commence à m'apaiser. Ma chute ralentit, puis je finis par m'immobiliser, me stabiliser, à 30 ou 40 mètres au-dessus du désert. Soudain, je vois une trappe s'ouvrir au loin. 2 véhicules en sortent. Ils ont des antennes sur le toit. Je suppose qu'ils sont paniqués à l'idée de me perdre. « C'est quoi le programme maintenant ? Qu'est-ce que je dois faire ?»« Viens avec moi, » dit l'entité. Alors j'obéis. J'arrive à vider mon esprit. Je sens ma vibration s'élever. J'accélère. Bientôt je suis à son niveau. Mais au fur et à mesure qu'on atteint la stratosphère, car notre ascension est fulgurante, je sens une résistance en moi. Encore. « Attendez,
Je ne suis pas prêt, je ne peux pas laisser la colère derrière moi comme ça, c'est pas possible. Tu n'en as plus besoin. Mais tous ces hommes en bas, il faut qu'ils payent. En es-tu bien certain? Est-ce là la vérité? Je réfléchis, mais j'ai beau faire, je ne trouve aucun argument viable. Oh, je pourrais en tuer quelques-uns, oui. Et puis quoi? Je pourrais venger les chiens, ou les faibles, ou même la terre elle-même, qu'on souille, pollue, insulte. Je sais que ma mutation a un but, et que ce but ne contient pas la moindre once de colère. Une révélation s'impose à moi. Je suis la preuve, c'est ça. Hein? L'entité ne dit rien, mais elle me sourit. Je perçois une chaleur du cœur qui émane d'elle. Elle m'enveloppe. La preuve que l'homme peut encore évoluer, qu'il peut devenir un être d'amour, c'est ça? Je perçois un changement de teinte dans mon aura. Elle devient dorée, plus lumineuse. Je ne ressens plus la colère, mais des larmes de joie. Larmes qui ne coulent que dans mon esprit. Suis-je le premier de la nouvelle espèce? Mais je n'attends pas sa réponse et j'ajoute. Oh, quelle importance, n'est-ce pas? Elle pointe ce qui s'apparente à un doigt vers la terre en contrebas. J'observe les mers et les continents. Je ne distingue pas vraiment l'Espagne, pays de grande fierté, là où on abat encore le taureau pour montrer sa vaillance. Elle ouvre la main et la dirige vers le reste de la Voie lactée. Et là, un vortex d'énergie me gagne. C'est si abyssal que je ne peux pas l'exprimer par la parole. Tout ce que je peux dire, c'est que les derniers zestes d'ego qui me restent se dissipent, comme s'ils n'avaient jamais existé. Du moins, c'est mon ressenti. Oh, je sais qu'ils vont me tirer dessus, qu'ils voudront me contrôler. Ça prendra le temps que ça prendra. Ils finiront par muter eux aussi. Et puis, mon chien est toujours en bas, faut que j'aille le chercher. Et là, tandis que j'hésite à redescendre, l'entité me dit « Quel est ton choix ?» Je lui souris, histoire de dire que ça m'emmerde quand même pas mal ces histoires. Elle sourit aussi, puis nous rions, d'abord doucement, et enfin à gorge déployée. Oh, je ne savais qu'on ne devait pas prendre la vie trop au sérieux. C'est juste qu'on oublie. Ah, c'est bon, dis-je. J'y retourne, j'y vais. Mais dites-moi au moins comment vous vous appelez. Elle s'approche. Sa lumière devient si forte que j'en suis aveuglé. Je ne distingue plus l'espace. Les astres et le vide sidéral se mélangent. Je me sens comme un nouveau-né qu'on berce. Dans le ventre de ma mère. Une pensée me vient saugrenue, mais qui vaut la peine d'être mentionnée. Je me dis que je n'ai plus peur, et que sans la peur, je peux faire des choses folles. Comme vivre au jour le jour, sans compte en banque, à trouver le bout de pain qui me nourrira. Je suppose que je ne suis plus un bailleur persona. Et là, comme si c'était la chose la plus banale qui soit, l'entité me dit ces mots. Jésus. Mon nom est Jésus. Maintenant va. Bah voyons. J'ai envie de rire, mais rien ne m'y autorise. J'ai envie de crier au blasphème, mais rien ne vient. Si j'avais encore une peau, j'en aurais la chair de poule. Si j'avais des yeux, j'en pleurerais de rire. Se pourrait-il? Vous ne me feriez pas une mauvaise blague? Et Jésus éclate de rire. Son rire est comme celui d'un enfant. Je suis confus. Je sens une joie monter en moi. J'ai l'impression de monter sur un vélo, comme pour la première fois, sans petit trou. Je m'attends à me réveiller d'un mauvais trip, avec un gros pétard entre mes doigts, des champignons peut-être. Mon chien serait à mes pieds et je verrais simplement les oliviers à perte de vue. J'irai à l'église, par habitude, et je contemplerai le Christ sur sa croix de bois. Je me dirais sans doute que c'est pas normal qu'on lui ait fait ça, qu'on est la pire espèce de l'univers. Mais rien, je suis toujours dans les airs. Celui qui dit être Jésus pose son index et son majeur sur mon front. Et j'entame ma descente. Jésus a de toute manière tous les attributs d'un alien. En résumé,
Un chien qui parle pour moi et conclut un pacte avec une entité qui s'avère être Jésus. Très bien. Moi qui entre en mutation, m'échappe d'une base, puis revient sur Terre pour je ne sais quelle mission de sauvetage de l'humanité. Oh, à ce stade, plus rien ne m'étonne. Alors pourquoi pas? Je crois qu'on redevient soi quand on renonce à sa petite personne. La dernière fois qu'un type doté de pouvoirs divins est venu répandre l'amour, nous l'avons cloué à la croix. Alors je ne donne quand même pas cher de ma peau. Sauf que j'ai un avantage. Je n'ai plus de peau. Me voilà de nouveau sur Terre. Jésus m'a gentiment fait descendre. Je ne décèle plus de gaz autour de moi. Mon enveloppe corporelle a disparu. Je suis ce qu'on peut appeler un esprit. Comme comité d'accueil, il y a mieux que les tombes et les morts. Je suis au milieu d'un vieux cimetière. Je crois le reconnaître. C'est celui d'un village voisin à ma ville. Mais qu'est-ce que je fais là? Il fait nuit. Pourtant, je vois comme en plein jour. Je porte mon regard sur l'une des tombes, et là, je tombe des nues. Il est écrit Sergio Garcia. Vous vous rappelez l'homme du bar? Celui que j'ai tué accidentellement. Eh bien le voilà, enterré, juste là. Je relève la tête, enfin la version spirituelle de ma tête, histoire de voir si Jésus est là. J'ai un sourire en coin, mais je ris jaune. Il a de l'humour, Jésus. Mais j'entends sa voix soudain. Voilà les tristes sorts de l'homme, dit-il. Sans son corps, il comprend le mystère. Mais sans son corps, il ne peut vivre sur terre. Ça vous paraît peut-être mystérieux comme ton, mais j'ai compris tout de suite. C'est vrai que je comprends désormais le mystère de la conscience. L'amour, si vous préférez. Mais je n'ai plus de corps, et ma mission s'avère très compliquée. Comment je suis censé m'adresser aux hommes désormais? Je n'ai pas de bouche, ni même une voix pour leur parler. Peut-être que c'est plus simple que ce que je pense. Parce qu'au fond, comment l'humanité serait-elle sauvée? Qui plus est, par un seul et unique sauveur. On ne voit ça que dans les films. Ce que vous lisez, c'est un texte que j'ai tapé à l'ordinateur et fait imprimer le soir dans une imprimerie, à l'abri des regards. Un simple flux dans les fils électriques, et voilà mon histoire imprimée, ni vue ni connue. Je suis ce qu'on appelle un poltergeist très évolué. Soudain, une autre voix m'interpelle, beaucoup plus sombre et triste. « S'il te plaît, aide-moi. Je comprends pas ce qui m'arrive. » Je me retourne et je le vois. Sergio Garcia. Il fronce les sourcils, du moins le fantôme qui est devant moi, et me reconnaît. « Toi, c'est toi qui m'as frappé !» Il s'élance et essaye de me mettre un point au visage. Naturellement, il ne fait qu'agiter un peu de vent. Je lève les yeux au ciel et dis « Est-ce que vous savez au moins que vous êtes mort ? Qu'est-ce que... C'est de la magie noire. Recule, recule. Calmez-vous, vous êtes mort, tout va bien. Je suis désolé de vous avoir fait sortir de votre corps, je n'ai pas maîtrisé ma force. C'est involontaire, je vous fais toutes mes excuses. Ah, je suis quoi ? Vous êtes mort. Regardez là, votre tombe, avec votre nom. Il semble perplexe, mais il paraît comprendre. Je comprends pourquoi ils étaient tous là, autour de la tombe. Personne ne me répondait. Oui, c'était pour votre enterrement. Si vous permettez, je trouve ça bien qu'une pauvre pomme comme vous ait du monde à son enterrement. Il me regarde surpris, mais ne s'en offusque pas vraiment. Désolé, c'est parti tout seul. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je suis au purgatoire, c'est ça ? Non, vous êtes coincé entre les deux mondes. Et je vous avoue que je ne sais pas bien non plus ce qu'on fait là.
Sur ce, il y a un silence de mort, littéralement. Je vois un autre fantôme errer en périphérie du cimetière. Il nous regarde, mais ne semble pas comprendre qu'on le voit. Lui non plus ne sait pas qu'il est mort. « Écoutez, dis-je, je crois que nous sommes censés nous aider. Je ne sais pas comment, je peux juste vous dire que... » Là, j'entends mon chien. Pas un aboiement, une voix, la sienne. Je cherche la provenance et je le vois. Il n'a plus de corps non plus. C'est un pur esprit, comme moi. « Papito, me voilà! Mais je dois te dire qu'ils me suivent, ils sont là. » Je porte mon regard par-delà le muret de pierre et je vois effectivement des soldats et 3 civils. Ils portent toujours leur masque à la noix. « Faut partir, » dit Sergio. « Ça sent pas bon. »« Non, restez, ce n'est rien. Je les connais, laissez-moi parler. » L'un des types tient un appareil à bout de bras. Il se dirige vers le spectre en périphérie. Je les appelle, mais ils n'entendent pas. Finalement, l'homme et son appareil font volte-face. Il relève la tête, ne voit strictement rien, mais avance dans ma direction. Je les laisse faire 5 bonnes minutes. Ils nous tournent autour. « Ils sont là. Nous savons que vous êtes là. Montrez-vous !» Naturellement, ils ne nous entendent pas. Ils ne nous voient pas. Alors, je prends le bouquet de fleurs fanées de la tombe de Sergio et je le soulève. Il recule. Un soldat brandit son arme, mais ne sait pas vraiment quoi viser. Je soupire et déclare pour moi-même « Eh bien, on n'est pas rendu. » Nous revoilà dans la base. Je vous épargne les détails du trajet. J'ai dû écrire à même la boue du cimetière pour qu'on s'entende. Mais ils ont fini par comprendre qu'on allait coopérer sans résister. Sergio et mon chien étaient du voyage. Je suis assis sur une chaise. Sur la table devant moi, un appareil qui retranscrit ce que je pense. Une technologie proche du morse. Je tapote un stylo sur la table. Voici ce que nous nous sommes dit ce jour-là, à commencer par ce long monologue d'Enrique, homme pas méchant, mais totalement servile et dévoué à ce qu'il croit être sa cause. « Je vous avoue que nous sommes un peu tendus, » dit-il. « Votre évasion est remontée à mes supérieurs. J'ai manqué de perdre mon poste. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vous faire confiance. Vous êtes volatile. Sans mauvais jeu de mots. » Là, il marque une légère pause, les mains bien à plat sur la table. Je veux bien le croire. Ça n'est jamais plaisant un sermon, surtout si on menace de vous virer. Mais soyons honnêtes, les licenciements sont extrêmement rares dans ces structures, à cause des fuites d'informations. On préfère garder les gens sous la main. « Apportez-moi un café », dit-il à son assistant. « Bon, laissez-moi vous réexpliquer ce que nous attendons de vous, monsieur. Nous devons percer le mystère de votre mutation. Vous n'avez pas la moindre idée du progrès que ça implique. Imaginez si nous pouvions muer en pur esprit. Imaginez ça. Terminer les barrières du temps et de l'espace. Peut-être même que nous opérerons un saut de conscience drastique qui endiguera la faim dans le monde, les guerres et la barbarie. Comprenez que je suis comme un gamin qui a retrouvé l'espoir et le goût du jeu. Je suis persuadé que vous êtes la clé. Nous sommes enlisés et vous êtes cette corde robuste qu'on nous lance pour sortir. Je vous en conjure donc, restez avec nous, travaillons ensemble. Et si la confiance est réciproque, alors tout est possible. Nous vous donnerons des congés, vous continuerez de profiter de votre retraite. Vous avez un devoir vis-à-vis des hommes, et cela dépasse nos petites personnes. Il s'adosse sur son siège. Il n'est pas satisfait de son speech. Il cherche quelque chose à ajouter, l'argument ultime. Mais il ne dit rien et j'interviens. Un traducteur a les yeux rivés sur le stylo qui pianote contre la table. Voici mes mots. Ma retraite n'est plus nécessaire dans mon état actuel.
Un jour, un jeune homme vient voir un vieux monsieur qui travaille aux archives de la cour. Il l'implore de mettre par écrit sa sagesse. On sent bien que derrière, il implore le vieux de sauver le royaume, de sauver les hommes. Alors le vieux le regarde droit dans les yeux et dit « Souhaites-tu rendre le monde meilleur ? Je ne pense pas que cela puisse se faire. » Quand Enrique Blouse Blanche entend la traduction, il m'interrompt. « Oh, de grâce, ne me racontez pas d'histoire. C'est du sérieux, là. » Mais je poursuis comme si de rien n'était. Le jeune homme insiste tellement que le vieux accepte de mettre sa sagesse par écrit. Le monde est parfait. On ne peut pas le rendre meilleur. Si tu es négligent envers lui, tu le détruiras. Si tu le traites comme un objet, tu le perdras. Le maître, le sage, voit les choses comme elles sont, sans tenter de les contrôler. Il les laisse suivre leur cours et demeure au centre du cercle. Blouse Blanche est si dépité qu'il est au bord de la crise de nerfs. On lui apporte son café, il déclare « 5 minutes de pause, ne le perdez pas de vue. » Me voilà avec 3 militaires. L'un tient l'appareil qui révèle mon corps énergétique. C'est fou ce que la technologie peut faire de nos jours. Si seulement les hommes avaient mis autant d'efforts à élever leur conscience. Sergio Garcia attend dans une salle à côté avec mon chien. Il commence à accepter qu'il est mort. Mon chien l'apaise et le console. Sergio envisage déjà une réincarnation, peut-être en chien. Mais il lui faut du repos. Rien ne presse, puisque le temps n'existe pas. Tout n'est qu'une expérience. Un résidu d'ego vengeur se présente à ma conscience. Il me dit de suivre les canalisations, de provoquer une fuite de gaz et de tout faire péter. Je lui souris. Je trouve ça amusant. Je communique par télépathie avec Sergio. Tu peux y aller. Mon chien te montrera le chemin. Il hésite un peu, encore attaché au plan terrestre. Mais il finit par le suivre. Il n'a aucune rancœur pour moi. Je ne ressens aucune culpabilité d'avoir abrégé son incarnation. Nous avions passé un accord bien avant de naître. Rien n'arrive par hasard. Le stylo est toujours en lévitation, à quelques centimètres de la table. Je le repose, ça crée une tension dans la salle. Je peux sentir le stress de ces messieurs. L'un me dit de rester là, les yeux rivés sur son petit appareil. Un amas rouge dans un champ magnétique vert, voilà ce qu'il voit de moi. Moi, je viens de remplir ma mission. Jésus, avant moi, est venu délivrer le message. Et Lao Tzu avant lui. Et d'autres encore, dont vous ignorez l'existence. Oui, je viens de délivrer le message. Il ne me reste plus qu'à retranscrire ce que vous lisez. Je vais glisser le long des canalisations. Je vais passer l'épais béton. Puis j'irai imprimer ça dans un lieu voisin. Je mettrai les feuillets dans une bouteille en verre hermétique que je jetterai dans le Guadalquivir. Oh, elle ne se brisera pas contre la roche, mais elle échouera sur un rivage. Quelqu'un lira le message d'une âme à une autre. Comme je vous l'ai dit, rien n'arrive par hasard. Le monde est parfait. Tao Te Ching 29. Et l'homme est déjà en mutation. Fin. J'espère que ce petit conte de science-fiction, un tant soit peu philosophique, t'aura plu. Like la vidéo si c'est le cas et laisse-moi un commentaire. À bientôt. Bonne journée ou bonne nuit.